Salut Mathieu, Salut Arkuta. bienvenue sur PMC France, Merci à toi. Clavier de méditation chaîne France. Alors, c'est le parti de Pyramide Spiritual Societies Movement. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'être là chez toi et merci de m'avoir accueilli. Et depuis ce matin que je suis venu, je vis mon jour au moment présent Mhm. que tu m'apprends chaque fois. Ça peut être quand on est allé balader ou quand j'ai coupé des pommes de terre. Ou, tu vois, Ouais. chaque fois, qu'est-ce que tu insistes, c'est être au moment présent, quoi. Mhm. Euh, donc j'ai trouvé ça tellement sympa comme un outil qui aide pour développer notre processus d'éveil. Mhm. Tu vois ça? Et donc, je me l'ai posé les questions où je me l'ai, comment dire, aller plus en détail sur ce sujet aujourd'hui, l'éveil. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire éveillé ou être éveillé? Et l'éveil, que tu es quelqu'un éveillé, ça se voit et c'est clair. Mhm. Éclaircis-nous un peu. Mhm. Eh ben, Arkuta, merci à toi de m'accueillir sur la chaîne PMC. Et puis, c'est vrai qu'ici, on est un peu chez moi. Alors, pour ce qui est de l'éveil, en fait, t'en parles un petit peu déjà. Quand tu dis être présent ici maintenant, quand, par exemple, tu marches et que tu es attentif à la marche, ou quand tu coupes les pommes de terre et que tu es attentif à couper des pommes de terre, eh bien, il y a cet élan d'être présent ici et maintenant, de faire les choses présentement ici et maintenant. Et l'éveil, c'est pas plus que juste être présent ici et maintenant. Ça, tout le monde le vit plus ou moins. Mais en être conscient, c'est là où on peut se dire qu'il y a peut-être une progression entre le moment où on l'est pas du tout et le moment où on l'est vraiment. Donc l'éveil, si tu veux, c'est ce que l'on vit avec, une fois que ce voile est enlevé. Ce voile de je fais les choses un peu machinalement et que quand j'ai plus ce voile-là, bah, il y a une sorte de goût à la vie qui est j'apprécie d'être dans ce que je fais, je vis ma passion. Voilà. On pourrait dire que certains, ce sont des êtres éveillés quand ils sont à fond dans leur passion, quand ils sont vraiment très absorbés dans une tâche du quotidien, que rien ne peut les changer si ce n'est que c'est eux-mêmes qui ont envie d'en sortir. Donc on pourrait dire que l'éveil, c'est un peu ça. À un certain niveau, c'est une sorte de concentration, à être vraiment dans cette énergie de présence à soi, etc. Sauf que la plupart du temps, malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte d'oubli de ça. On ne sait pas pourquoi, on vit notre vie en mode robot, métro boulot dodo, on fait les choses de manière automatique, on a une notification sur le téléphone, hop, paf, on regarde parce qu'on a eu la notif, on ne fait pas attention, on réagit machinalement. Et ça, c'est justement dû au fait qu'on ait ce voile qui se met sur nous, cette ignorance de j'ai un stimuli, je réagis. Voilà, cette réaction sans contrôle. On pourrait dire que c'est ça en fait le problème que l'on a, ou l'oubli que l'on a vis-à-vis de nous et de notre éveil. D'accord. Ah oui, donc là, c'est un peu assez clair. Donc, être éveillé, ça veut dire faire une seule chose à la fois et être 100% avec l'action qu'on fait et pas dans une manière machinalement, mais dans une manière, ça vient de notre feeling, ça vient depuis notre intérieur 100% quoi. Mm. C'est ça, effectivement, il y a un petit peu ça. Ouais. Là, aujourd'hui, par exemple, quand on est marché et tu m'avais bien conseillé de faire attention à notre marche, notre pied. Et moi, personnellement, j'ai arrivé à faire pour quelques moments. Et après, je voyais même donner un coup de pied dans une pierre, tu vois. Mm. Et ça s'est passé inconsciemment. Mm.
même quand j'ai commencé, j'ai resté conscient avec la balade, avec mes pieds, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à partir vers l'effet machinal. Et du coup, comment je peux arrêter de faire ça? Après, tu as posé la question, et pourquoi tu as donné un coup de pied? Alors là, je reconnaissais que, ah oui, c'était une action que je n'avais même pas envie de faire ça, mais c'est venu inconsciemment. J'ai remarqué. Et comment, du coup, de ne pas plus faire ça et que tout le temps que je peux rester avec mon action parfaite, 100% complète. C'est une très bonne question, Arputa, puisque pour répondre à cette question, il y en a des méditants ou des pratiquants qui méditent des fois pendant de nombreuses années. Justement, c'est pourquoi? Pour la raison suivante, c'est qu'ils ont besoin d'entraînement. Voilà pourquoi. Les grands sportifs, quand ils veulent remporter une compétition, ils s'entraînent des fois pendant des heures, des jours, voire des années pour certains, et ils répètent sans cesse le même mouvement. On peut dire qu'un méditant, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il prend le temps d'observer comment il fonctionne, d'être attentif à ses mouvements, à ses actions, et au fur et à mesure du temps qui passe, à force d'en être attentif, conscient même, eh bien, il développe cette présence à lui-même, et c'est ça qui fait que petit à petit son geste se raffine, est beaucoup plus souple, beaucoup plus noble, beaucoup plus en accord avec qui il est, du fait d'avoir encore et encore répété ce même mouvement. Et ce serait peut-être ça un peu le secret de celui qui veut atteindre l'éveil et véritablement demeurer dedans. Pourquoi? Parce que, alors, certains pourraient dire, oui, mais moi je me suis éveillé, c'est venu spontanément. Effectivement. Il y a le côté, il y a une sorte à un moment donné de maturation et ça vient à être manifeste d'un coup. C'est le cas. D'ailleurs, ça se passe comme ça au début, c'est une sorte de spontanéité qui vient à nous faire prendre conscience. Ah oui, tiens, j'ai trouvé un truc, c'est nouveau. Quelque chose comme ça. Et ça donne un élan de ah ouais, ça y est, je suis éveillé. Oui, mais le fait que ça dure dans le temps, ça va être une question de est-ce que j'arrive à maintenir cet état dans des actions différentes. Au début, en méditation, c'est en coussin de méditation, on est assis, on ne bouge pas, on peut avoir cette spontanéité, peut-être, à voir. Par exemple, si on prend l'exemple de la marche, on va marcher peut-être 100 mètres, et puis il faudra recommencer en faisant une pause, puis reprendre sans faire refaire 100 mètres. Pour justement habituer par de petits exercices répétés. Et à force de développer cette conscience dans des petits exercices, quand on fait des pauses, eh ben, c'est comme si on refaisait l'exercice. C'est un nouvel exercice quand on recommence. Quand on recommence, c'est un nouvel exercice. Et à force de faire des petits bouts d'exercice comme ça, au bout d'un moment, ça va nous faire des petits bouts de conscience comme ça un peu partout. Et à force de s'y entraîner, on arrive à petit recoller les morceaux. D'accord. Donc évidemment, c'est la pratique et le répétitif. Pratique, si on fait répétitivement, au bout d'un moment, on peut atteindre cet éveil. Éveil, comme tu as défini plus ou moins, être au moment présent. Ouais. C'est bien. Du coup, c'est la même chose que nous, on parle quand on dit anapanasati, quand on dit de la méditation, de rester sur le souffle, encore et encore, à revenir dans notre souffle. Alors, c'est un outil pareil, mais là, c'est encore plus efficace. C'est ce que tu nous racontes, c'est que faire la méditation tout le temps, quoi, à temps plein. donc, tu balades, tu fais de la méditation. De manière, fais attention à ton action. Quand tu médites, tu fais attention à ta souffle. Ok. Et tu cuisines, tu fais attention à c'est ce que tu cuisines. Comment tu coupes et qu'est-ce que tu fais quand tu laves. Tu restes avec cette action, quoi. Donc, c'est évident, c'est clair. Là, totalement que j'ai compris cet éveil est là. Si je pratique et si je développe cette qualité d'être
avec l'action que je fais, avec l'action que mon corps sait faire, si j'essaie de rester avec ça, au fur et à mesure, je vais atteindre cet éveil. Et après, une fois que j'atteins cet éveil, qu'est-ce que ça va changer vraiment et quel est le feeling on va avoir c'est quoi en fait, en gros, concrètement, l'éveil? Alors, en fait, pour connaître l'éveil, le seul moyen de vraiment savoir ce que c'est, de goûter l'éveil, c'est de l'expérimenter. Donc tu dis très bien, c'est d'appliquer la théorie, hein, en passant à la pratique. Quand on est attentif à une action et que l'on y met pleinement notre attention, alors on développe cette conscience de qui l'on est, c'est-à-dire ce pratiquant qui est en train de s'exercer à son action. Et de là, on instaure une sorte de calme en nous, de bien-être, de bonheur en fait. À un moment donné, simplement être présent, c'est un apaisement qui vaut tout ce qu'on peut espérer au début. Ne serait-ce que savoir que on est apaisé quand on prend le temps d'être en accord avec nous-mêmes et qu'on n'a plus tout ce brouhaha, cette agitation. Au début, juste être tranquille, ou être apaisé, c'est juste génial. Donc il y a des niveaux en fait pour aller vers l'éveil. Et un des niveaux, c'est au début donc de prendre conscience, donc là je le dis dès le début, de prendre conscience de cette ignorance que l'on s'oublie dans cette affaire, et que par le fait de reconnaître que des fois on n'est pas forcément attentif à ce que soit, c'est ce désir de « ah oui, je suis attentif quand je suis attentif, quand je fais attention à ce que je fais, quand je fais attention à ce que je dis aussi, et on pourrait dire aussi quand je fais attention à ce que je pense, alors je développe cette conscience. » Donc il y a 3 niveaux, ne serait-ce qu'au niveau de l'individu que l'on est. D'accord. Donc le corps, c'est la base la plus facile. Donc, la marche, on peut méditer en étant assis, comme maintenant. On peut méditer en étant aussi debout. On voit bien, par exemple, quand on est dans une file d'attente et que on ne sait pas combien de temps on attend, on est obligé d'être debout, eh bien, on peut très bien méditer debout. Anapanasati, la méditation Anapanasati, elle explique qu'on peut effectivement être dans 4 états d'attention. Donc la marche, on en a parlé un petit peu. L'assise, on voit bien en méditation, quand on médite, on est assis, donc là on peut vraiment méditer. Debout, on a un exemple de file d'attente. Et puis aussi allongé. Dans la position allongée, c'est une méditation qu'on peut pratiquer. D'ailleurs, quand vient la nuit, avant de se coucher, c'est de se coucher sur le dos et d'être dans la posture allongée sur le dos et observer simplement le souffle. C'est une posture que Bouddha a décrit dans ce sutra et dont c'est le 4e état d'attention. Donc dans ces 4 états d'attention, on peut développer cette conscience de soi. Ça, c'est au niveau du corps. Quand on a compris que dans ces 4 états-là, on peut développer la pleine conscience, eh bien, après, on a des niveaux plus subtils. C'est-à-dire que pour arriver à cet apaisement que je parle à un moment donné, c'est parce qu'on prend conscience de notre agitation dans le corps. Le fait de mettre notre corps à l'arrêt, comme en méditation, alors un des 4 états, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, du fait que notre corps ne s'agite plus, notre esprit se sent d'un coup dans un endroit où c'est vachement vaste, il n'y a pas de problème, il peut aller où il veut, parce que justement le corps n'est plus en contradiction ou en opposition ou en mouvement avec ce que l'esprit pourrait avoir envie de faire ou agir. Donc voilà l'intérêt justement de la méditation par rapport à l'agitation. Simplement rester tranquille, tout se passe bien. Et à partir de là, effectivement, l'esprit va montrer un certain nombre de choses au pratiquant. Un certain nombre de choses qui infusent dans le pratiquant. Et ça passe d'abord par la reconnaissance du corps qui peut être agité ou calme. Dès lors où il y a la connexion entre le corps et l'esprit, il y a une information qui passe. C'est comme ça qu'on sait quand on médite, quand on ne fait rien, que d'un coup on se dit mais pourquoi j'ai mal à tel endroit,
pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela, pourquoi j'ai... Parce que à ce moment-là, le corps ne bougeant plus, l'esprit informe le corps, et là, il y a une connexion qui se fait, et une information passe. Et généralement, quand on médite 5, 10, 15, 20 minutes, à un moment, le corps, il émet quand même quelques signaux disant oui, bon là, j'aimerais bien bouger, quelque chose comme ça. Et ça, ce sont, je dirais, les premiers niveaux de conscience. On prend conscience par la douleur. Quand on a quelque chose qui nous fait défaut, ben, instinctivement, on a juste envie d'en bouger, d'en sortir, d'aller dans un mieux-être. Donc quelque part, on pourrait dire même que la douleur, c'est la meilleure manière d'être conscient. Quand on se pince comme ça, on dit « Ah oui, là je suis clairement là, pas de problème. » Parce que j'ai un signal entre le corps et l'esprit, et il y a une information qui passe et qui me dit « Bah oui, égale douleur, donc oui. » Je ne peux pas être plus conscient que quand je suis dans la douleur. Quand je suis dans la douleur, je ne peux pas être plus conscient. Après, c'est sûr que plus le temps va passer, et plus on va essayer de trouver cette conscience dans des choses qui ne nous font pas trop mal. On va éviter de se pincer d'ailleurs. Parce qu'on se dit, bah, pourquoi se pincer, ça sert à rien, je suis là. Et ça, c'est une conscience un peu plus raffinée dans le sens où on évite de se faire du mal pour être présent à qui l'on est. Mais ça a l'inconvénient d'être plus subtil. Du coup, dans cette subtilité, des fois on se laisse un peu aller, on pense un peu à n'importe quoi et on oublie. Je reviens toujours à l'oubli parce que c'est l'oubli qui fait qu'on perd notre réveil. On oublie qu'on est présent maintenant en train de vivre quelque chose. Donc quelque part, la douleur, encore une fois, elle est là pour nous rappeler qu'il est bon d'être présent à soi. Donc quand on comprend bien le niveau du corps et l'intérêt à méditer pour justement prendre conscience de ce corps, simplement en le laissant tranquille, alors là on accède à une présence de nous-mêmes, et du fait que ce n'est pas le corps qui souffre, eh ben c'est l'esprit qui s'agite. Parce qu'il y a toujours un mouvement au début, quand on est débutant, de vouloir expérimenter notre bonheur, et notre bonheur il est tellement immense qu'il sortirait pratiquement de tous les pores de notre peau, parce que c'est quelque chose de magnifique, d'immense. Mais parce qu'au début on n'a pas ce contrôle de notre corps, eh ben, on agit de manière disproportionnée, on fait des gestes un peu sans faire attention. Et ça, c'est là où, justement, en méditation, on rectifie un petit peu tout ça, on apaise le corps, on laisse l'esprit se manifester et on essaie de travailler un petit peu plus subtilement. Donc là, quand on vient à observer notre environnement, du fait que notre corps ne bouge pas, on a une impression, on a une sensation du corps, de ce qui se passe autour de nous. On voit des choses, on entend des bruits, éventuellement des odeurs. En méditation, on ne mange pas, donc on met au repos un de nos sens. Le tactile, c'est à part les zones dans lesquelles notre corps est en contact avec l'environnement, qui sont des zones de contact. Et puis le mental, qui s'agite de temps en temps. Les yeux, en méditation, quand on ferme les yeux, on ferme un sens. Donc on se limite au nombre d'informations qu'on peut recevoir dans le corps. Une fois qu'on limite le nombre d'informations qu'on reçoit dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se limite dans le nombre d'informations qu'on reçoit dans le corps. Et ça cause, comme conséquence, ça a pour conséquence, eh bien, de limiter le nombre d'informations qu'on a dans le corps. Je me répète, mais c'est vraiment important de comprendre que quand on limite le nombre d'informations qu'on a dans le corps, eh bien, on permet d'avoir une information beaucoup plus subtile. On arrive à capter des messages qu'on habituellement ne capte pas. C'est comme quand on ouvre un robinet. Si on ouvre à fond, on va avoir un grand courant d'eau qui coule. Il va y avoir un torrent. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette eau? Bon, la plupart du temps, elle est toute perdue. Si on ouvre un beaucoup moins, et qu'on met juste un tout petit filet, on a juste un petit filet d'eau qui coule, et là on se dit, ah c'est merveilleux, j'ai un tout petit peu d'eau. Vous voyez, le sentiment qu'on peut avoir à ce moment-là, il n'est pas du tout le même. Quand on a énormément, on en est débordé, on fuit. Et quand on a quelque chose de très léger, ben on remercierait presque d'avoir cette vie, hein, parce que l'eau, on dit que l'eau c'est la vie, mais vraiment parce que là c'est merveilleux. Donc quand on met nos sens, donc de la même manière, quand on met nos sens au repos, quand on s'absorbe, quand on limite le nombre de nos sens, comme par exemple en fermant les yeux, en évitant de manger en méditation, en évitant de bouger le corps, eh bien, on capte moins d'informations et du coup, on apprécie mieux le fait qu'en l'intérieur de nous, on a une richesse qui est une
comme une source qui coule en nous. Et là, on découvre un peu notre source. Et c'est ça qui fait qu'on peut arriver un petit peu à être conscient de qui l'on est. Waouh, ça c'est vraiment des informations énormes, quoi. En fait, on a tout dans nous-mêmes, on a tout, c'est ce qui existe dans l'extérieur qu'aujourd'hui on voit. Ça peut être l'odeur ou le goût ou des choses qu'on voit, mais ça existe dans notre source, déjà. C'est-à-dire que oui, ça existe en nous quand on en fait l'expérience. Une information, quelle qu'elle soit, elle est présente. Mais pour qu'elle nous soit révélée, c'est quand on y est présent qu'elle est révélée. C'est la plupart du temps, en fait, l'information, encore une fois, elle est présente partout. Quelle que soit l'action que vous faites, vous vivez l'information. Mais votre attention, si elle n'est pas portée sur l'action que vous menez, eh bien, vous avez beau être en présence de l'information, malheureusement, vous ne la goûtez pas. Et donc, c'est ça la clé. Donc le voile, le voile que tu parles, qui est le responsable pour l'ignorance que nous on a. Et pourquoi cette voile est venue? Est-ce que c'est nous qui avons choisi? Est-ce que c'est nous qu'on l'a amené? Et comment, ok, pour sortir de ce voile, on voit là bien pratique et être au moment présent. Mais pourquoi tout ça, c'est pourquoi en fait? Est-ce que pour apprendre quelque chose ou tu vois, à la fin c'est quoi en fait? Pourquoi, comme tu as dit, certains peuvent avoir un l'éveil vite fait comme ça, alors certains ils font de la pratique à fond, mais ça dépend, est-ce qu'on arrive à être dans l'éveil 100% et le moment qu'on veut. Et qu'est-ce que ça décide? Qui décide et comment c'est? Eh bien, en fait, si tu observes un peu ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette ignorance que l'on a, tant que l'on s'ignore, tant que l'on souffre, tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est déjà éveillé. Ça fait partie du chemin. C'est justement une manière encore et toujours je dirais, c'est le mode par défaut. Si on ne sait pas ce qui se passe, bah oui, on ne sait pas ce qui se passe, on ignore, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ce qui nous pousse à aller chercher pour trouver qu'est-ce qui se passe. Et généralement, on va chercher vers l'extérieur. Et la réponse, à force de chercher à l'extérieur, on se rend compte, oui, on trouve des réponses, mais les réponses, on les trouve souvent par le fait d'expérimenter à l'intérieur quelque chose qui connecte en nous et qui dit, ah mais oui, ça fonctionne comme ça et ça. Et après, on attribue un peu par ignorance ce bienfait ou ce fruit à la chose qu'on a étudiée. Mais en vérité, si on va être honnête, c'est nous, avec la chose qu'on a observée, qui, en connexion, a donné une information qui nous est partagée. Et donc, du fait d'en avoir profité, on a envie de redonner cette information à la chose qu'on a observée. Et c'est pourquoi souvent, par raccourci, on dit cette chose m'a apporté un certain bienfait. Voilà, parce que, pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, ça, effectivement, je dirais que c'est même ce qui nous pousse à agir dans le monde. Il n'y aurait pas l'ignorance, on n'aurait pas une sorte de challenge, et on n'aurait pas envie de se dépasser et de trouver ce bonheur. Quelque part, on crée notre souffrance pour mieux se rendre compte qu'en fait, tout va bien. D'accord. Ouais, en fait, c'est... donc l'ignorance, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ignorance, c'est un outil pour pouvoir agir dans le monde, pour que ça balance des choses. Et, si on est tout le temps éveillé, que si on sait tout et tout le temps on est parfait, il n'y a pas peut-être
des, des jeux, il n'y a pas de drame. Ouais. Donc, ok, donc tout est le drame, quoi, en fait. Comme Krishna dit, la vie, c'est une lila. Donc, tu joues ce lila. Au lieu être un actionnaire, mais reste tant qu'un observateur. Mhm. Donc, mais ça, ton outil m'aide énormément. Au lieu d'être un actionnaire, ça m'aide à être un observateur. Comme ça, je ne souffre plus. Comme ça, je suis parti de cette ignorance en disant que c'est moi qui est en train de souffrir. Alors que non, c'est cette personne ou cette identification, cette existence qu'il veut, cette expérience. Donc, il vit ça, mais c'est pas moi qui est en train de vivre cette expérience. Donc, c'est tellement bien dit. Et d'accord, alors, par contre, ok, jusque l'éveil, ok, une fois que l'éveil est là, c'est bon. Ce processus d'aller jusqu'à l'éveil là, comment on peut l'apprécier, comment on peut aimer ce processus? Parce que il y a certains des gens comme toi qui sont éveillés, mais il y a 99% pas encore éveillés. Et ok, au fur et à mesure, ils vont peut-être un jour vont arriver à ce point d'être réveillés où on aura cette bonheur ultime, 100%. Mais même si on n'a pas ça, comment être bonheur, comment être, tu vois, même, comment aimer ce processus? Eh bien, c'est là où c'est rigolo et en même temps c'est triste, c'est que c'est déjà là et que on y arrive petit à petit. C'est-à-dire que en fait c'est comme une sorte de réserve où on a besoin qu'il y ait une sorte de quantité de choses à découvrir pour nous motiver à découvrir ce que l'on a besoin de découvrir. Et ça se vide progressivement pour qu'à un autre endroit ça se remplisse. Et au début, c'est à l'extérieur de nous, puis après, c'est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est parce qu'on a besoin de jouer un petit peu pour se rassurer qu'en fait, c'est bien à la bonne place et que un truc qu'on a découvert, c'est uniquement là pour dire ok, tout va bien, on est déjà au bon endroit, etc. Donc, il y a en fait une sorte de processus de j'ai envie que ça m'appartienne, ce truc qui est à l'extérieur de moi, pour mieux en fait m'appartenir. Parce qu'en fait, encore une fois, la chose qu'on va chercher dans le monde à découvrir, elle est uniquement là pour nous révéler qu'en fait, c'est nous qui sommes en train de faire l'expérience de quelque chose qui n'est pas nous, et dont, par le fait de s'identifier à cette chose, et ben, en fait, on trouve notre réponse en nous qui est, en fait, c'est pas dans la chose que je m'identifie, c'est dans moi que je m'identifie. Quand je m'identifie dans moi en train de faire l'action, ben, c'est là où je suis heureux, parce que c'est moi qui fais l'action, c'est pas la chose qui fait l'action, c'est moi avec la chose qui est en train de faire l'action. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a un processus dans notre ignorance, à vouloir trouver la chose intéressante, à s'adonner à connaître ce que c'est que cette chose, pour finalement se rendre compte que dans le fait de connaître cette chose, eh bien, plus j'essaie de la connaître, moins je la connais, et plus je me connais. Parce que ce que je peux connaître, c'est que moi, et la chose n'est là que pour m'aider à être moi. Et l'identification que j'ai, à dire c'est moi qui suis en train de vivre cette expérience, c'est pas du côté de la chose. Il y a une sorte de légitimité à dire c'est moi qui suis en train de vivre mon expérience. Et la chose, encore une fois, est là uniquement pour me révéler que moi je le suis déjà. Et là-dedans, au début, on a vraiment ce sentiment que c'est nous qui sommes en train d'agir et c'est nous qui en recevons le fruit. Mais plus on reste dans cette idée que c'est nous qui sommes en train d'agir et c'est nous qui en bénéficions du fruit, on se rend compte que c'est comme la chose qu'on a voulu voir et croire que c'était dans la chose que se trouvait le trésor, et qu'à la fin, non, on s'est rendu compte que c'était en nous. Et on fait la même chose avec nous
en se disant, bah non, c'est moi qui suis en train de vivre la chose, mais c'est pas vraiment ce moi que je suis qui fait l'expérience, c'est quelque chose en moi qui fonctionne, comme cette chose que j'ai essayé d'observer et dont j'ai voulu trouver une réponse dedans, et qui est brillant en moi, qui est le trésor, l'essence que j'ai en moi, mais qui n'est pas moi, qui est une sorte de truc qu'on m'a mis en moi, et moi je suis là en train de voir que j'ai un truc en moi, et ce truc-là je suis en train de l'observer, mais c'est pas moi, c'est un truc qui m'anime, qui me permet de vivre ma vie, qui n'est pas moi, et moi je suis là, à ce moment-là l'observateur de cette chose qui est en moi, et qui me permet de vivre toutes mes activités, d'être joyeux, etc. Et donc, à un moment donné, quand on a fini de travailler avec les objets du monde, on commence à trouver le plus gros des objets à découvrir nous-mêmes. Et cet objet, au début, on est tellement attaché qu'on ne voit pas en fait qu'il y a nous et puis il y a une chose en nous qui nous anime. Et c'est pourquoi, justement, quand on médite, eh bien, du fait de mettre le corps au repos, eh bien, en fait, c'est comme si on clarifie ce qu'il y a de brillant à l'intérieur de nous, simplement par le fait de ne pas agiter cette masse sombre qui est notre corps. Et donc, bien sûr, l'esprit est la partie, pourrait-on dire, lumineuse de notre corps. D'accord. Voilà. Donc, ok, là, si je comprends bien, le fait d'être identifié trop avec notre corps qui nous fait oublier que cette personne, tant qu'observateur qui réside dans ce corps ou qui utilise ce corps pour être ici, donc on a totalement oublié qu'on est cette personne-là et qu'on est éternel et qu'on n'a pas de souffrance ou ni de bonheur. Et comme on a totalement oublié et que on n'a même pas arrivé à voir que comme on est totalement descendu dans cette identification, je ne dis pas profiter de ce processus, quoi. Oui. D'accord. Là, je comprends mieux. Donc, quand on fait de la méditation, là, cet esprit-là qui s'active, qui vient petit à petit, ça augmente, ça classifie, que là, j'ai commencé à aimer le processus pour devenir plein, pour devenir union. Et quand on dit cette union, le mot union, j'ai entendu parler par plusieurs personnes. Éveil, c'est ok à un côté, comprendre que je suis pas que mon corps, mon esprit, je suis là, mais conscience pure, ok, mais qu'est-ce que c'est ça, cette union? Eh bien, celui qui est en chemin, il a qu'une envie, c'est de se réaliser, d'être lui-même, d'être lui tout simplement. Et pour cela, encore une fois, il passe toujours par ce processus qui est en 3 étapes, qui est de savoir qui il est, de mettre en pratique les moyens de se le révéler à lui-même et d'expérimenter véritablement cela. Les 3 étapes. Donc, pour être soi, pour être qui l'on est, encore une fois, on n'a rien besoin de faire. Mais on a besoin de se le prouver, d'expérimenter, pour finalement arriver à dire, bah oui, je le sais, pas besoin qu'on me le répète, merci. Voilà. Donc il y a ce côté un peu, oui, je suis en colère parce que on essaie de me dire quelque chose que je suis censé normalement connaître. Mais c'est pas forcément dans le sens où je vais me mettre en colère, mais il y a quelque chose au fond qui m'irrite et qui me dit, bah oui, mais t'es déjà au bon endroit. Et c'est comme ce petit grain de sable dans la chaussure qui bon, on peut marcher avec, mais c'est mieux s'il n'y est pas, quoi. Et en fait, c'est la même chose avec la conscience, mais dans un sens un petit peu plus subtil. C'est-à-dire, on va pas en s'enlever la conscience, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a quelque chose en nous qui veut être révélé, et qui, pour être révélé, doit passer par un léger désagrément. Et ce léger désagrément, eh bien, il est comme ce caillou dans la chaussure, qui permet en fait la connexion du corps et de l'esprit. Et on dit l'âme, mais moi j'appelle ça plutôt la parole. La parole, c'est le verbe, ou c'est
le dharma, c'est par là que s'exprime ce que certains appellent l'âme. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'appelle l'âme, c'est plutôt la parole en fait. Ah ouais. C'est corps, parole et esprit. La parole, c'est vraiment le véhicule entre le corps et l'esprit. Quand on reste en silence, par exemple au début, quand on n'est pas suffisamment aguerri pour parler de cette liaison corps-esprit, pour vivre cette connexion, on reste en silence, pour justement que l'union du corps et de l'esprit puisse se faire correctement. Tu parles à un moment d'union, c'est effectivement le but du pratiquant, c'est de s'unir avec sa pratique. Et ça passe par le fait d'apprécier quelque chose qui n'est pas lui, donc sa pratique, la pratique n'est pas lui n'est pas sa pratique. Une manière simple de s'en rendre compte, c'est quand on est en colère. En fait, si on regarde bien, on est en colère parce qu'il y a quelque chose qui nous énerve en nous. Mais ce quelque chose qui est en nous, c'est pas nous, nous ne sommes pas ce quelque chose. Et c'est ça qui cause notre colère, c'est quand on est attaché à quelque chose qui n'est pas nous. Comme par exemple, quelqu'un qui nous fait une réflexion alors que non, on n'a pas fait cette chose. Pourquoi on serait associé à une réflexion par exemple. Et ça, c'est un processus naturel. Encore une fois, c'est toujours cet exemple du petit caillou dans la chaussure pour qu'on fasse l'union justement entre le corps et l'esprit. Et bien sûr, avec la douleur que ça représente. Mais ce n'est pas obligatoire d'en souffrir. C'est-à-dire qu'au début, c'est souffrant en tant que pratiquant de vivre cela. Pourquoi ? Parce que ça vient à nous faire connecter le corps et l'esprit pendant le moment où, pendant longtemps, on n'a pas été connecté corps-esprit. Typiquement quand on est distrait, quand on pense à rien de spécial. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Et le moment où on vit le truc, on est bien dedans, mais plus on va marcher avec ce petit caillou dans la chaussure, et plus au bout d'un moment, on arrive à tolérer cette chose. Et bien, de la même manière, quand on est à faire l'expérience des souffrances, au bout d'un moment, à force de les expérimenter, on se familiarise avec elles et on les dépasse parce que ça nous fait plus du mal. En fait. Et c'est le but recherché. C'est vraiment, il faut qu'il y ait cette friction entre quelque chose qui est nous et quelque chose qui n'est pas nous, pour qu'il y ait cet échange d'énergie et que nous, on retrouve notre individualité, notre être-té, et que cette chose aussi puisse retrouver ce qu'elle est, c'est-à-dire pas nous. Tout comme nous, on n'est pas elle. Et c'est pour ça qu'on passe par la douleur, parce que à un moment donné, on est encore une fois coupé de notre source et on s'est oublié. Et du coup, cette chose se gorge d'une énergie qui n'est pas elle et qui veut aussi se débarrasser de ça. Et c'est pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde en vertu de ceux qui le vivent. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, la souffrance existe parce qu'on est ignorant. Et que si on n'est pas ignorant, la souffrance ne sera pas là. Et partir de ça, ok, l'éveil est là, et puis ignorance est là aussi, d'accord, mais notre but c'est d'abord penser à cet éveil, qu'il y ait cet éveil et que tout le monde, il y a la possibilité d'atteindre cet éveil. D'accord, ok, une fois qu'on a atteint cet éveil, comment cet éveil peut nous aider pour bien vivre dans ce monde physique? À la fin, dans ce monde, je dois avoir une bonne santé, physiquement, mentalement, spirituellement peut-être. Alors, après, je dois aller bien travailler dans mon entreprise, gagner l'argent, prendre soin de ma famille, prendre soin de moi-même, entouré par des amis. Tu vois, ce sont des choses basiques pour vivre assez bien dans ce monde matérialistique ou physique. Est-ce que ça aussi c'est important de ton point de vue? Comment cet éveil peut m'aider pour avoir ces choses-là? Oui, Herkota, effectivement, en fait, cet éveil, pour celui qui l'a réalisé,
c'est ce qui lui permet justement de vivre, je dirais, cette vie avec entrain. Puisqu'au fond, l'éveil n'apporte rien de plus ni moins que le fait de se connaître soi-même. Et là où c'est subtil à comprendre, c'est que dans notre cheminement, on ne cherche qu'une chose, c'est se débarrasser de ce qui n'est pas nous. Quand on arrive à se débarrasser de ce qui n'est pas nous, on se révèle à nous-mêmes et l'éveil, pourrait-on dire, vient à être aussi réalisé. Mais c'est difficile de dire ça comme ça parce que l'éveil n'est pas quelque chose qui se réalise de lui-même. L'éveil se réalise qu'en dépendance de l'individu qui a su ne plus souffrir de ses souffrances. C'est assez subtil, mais c'est comme par exemple une pièce pile ou face. Il y a une pièce visible, une partie visible, une partie invisible. Réaliser l'éveil, pour le pratiquant, c'est reconnaître sa véritable nature, c'est-à-dire qui il est, c'est-à-dire lui-même. Et dans cette reconnaissance de qui il est, de lui-même, sans le dire, la partie qui s'appelle l'éveil se réalise d'elle-même. Et voilà pourquoi c'est intéressant de s'éveiller, parce que pour le pratiquant, c'est parce que quand il s'assume lui-même, eh bien, il permet à ce que ce qui est appelé l'éveil puisse continuer. D'ailleurs, on n'en parle pas de cette manière-là, on dit souvent que quand on s'éveille, quand on est éveillé, par exemple la souffrance comme la colère, on n'y est plus attaché. Et celle-ci, du coup, elle continue d'exister et elle existe de manière inhérente dans le monde. C'est-à-dire qu'elle est présente, mais celui qui a réalisé l'éveil n'en est plus affecté. Donc, cette dissociation. Donc, c'est facile à comprendre quand on parle d'une négativité comme la colère, parce qu'on peut en parler dans le sens où on n'est plus associé à. Dès lors où on dit quelque chose de positif, c'est pas évident parce que la subtilité qui est présente à ce moment-là a aussi quelque part sa qualité. Et c'est pourquoi il est tant difficile de parler de l'éveil pour les raisons évoquées. Donc voilà pourquoi il est préférable de plutôt en parler en problème qu'on a abandonné plutôt qu'en positivité qu'on entretient. Parce que, voilà. Ok. Bah ouais, je comprends bien, là. Ça parlait correctement au point, là. Là, par exemple, si je m'énerve pour rien, alors là, ça fait le conflit dans ma famille. Ou dans mon entreprise, si je stresse pour rien, alors là, peut-être je ne vais pas bien travailler. Je ne vais pas donner mon 100% d'efficacité. Alors que si je ne suis pas attaché à ces effets, et là, je ne fais pas de conflit chez moi, parce que je suis content même si des choses qui sont difficiles sont en train de se passer, ça va pas, ok, d'accord, ça va pas dire que je suis un peu éloigné de ma famille, mais quand même je suis là, mais j'essaie de trouver une solution au lieu de participer dans cette drame, au lieu de participer dans un drame de tristesse ou de souffrance. Et là, j'ai compris que non, je ne suis pas là pour souffrir, je suis là pour profiter de cette scène ou trouver une solution pour que les autres vont aussi bien être dans le bonheur. Donc là, je comprends comment cet éveil peut m'aider pour que je puisse bien vivre dans ma famille et avec mon travail, avec des gens de mon travail. Et c'est super. Donc, si on a ça, bien sûr, on aura la santé qui va le suivre. Si on n'est pas stressé, si on n'a pas de colère, eh ben, notre organisme dedans ne va pas être affecté. Et ben, comme ça, je vais assez bien vivre. Donc, ça parle tout. Donc, éveil, c'est le principal de tout qu'on pourra
courir derrière. Mhm. Alors, en finit parlant de ça, j'aimerais poser les questions où j'ai envie de savoir sur ton livre. Oui. Alors, si tu peux parler de ton livre, alors Mhm. c'est quoi exactement t'as écrit dedans? Mhm. Je sais bien, le titre même, c'est assez curieux. Mhm. Par quoi commencer? Par quoi commencer? Ouais. Donc, c'est génial. Et si vous voulez acheter, ça existe chez Amazon. Mhm. Donc, vous pouvez même l'acheter. Et vous pouvez tout simplement taper par quoi commencer. Donc, on va voir quand même, en écoutant depuis toi, pour voir qu'est-ce que ça, cet livre concrètement, Mhm. et pourquoi je dois l'acheter. Eh bien, alors ce livre, il a déjà une petite histoire puisqu'il est issu en fait d'une réflexion que j'ai menée avec quelqu'un qui est en quête justement de l'éveil et dont il y a eu un certain nombre d'informations qui lui ont été révélées, mais qui n'étaient apparemment pas suffisantes. C'est pas qu'elles n'étaient pas suffisantes, c'est qu'elles demandaient d'être mises en pratique. Donc, je suis arrivé devant ce constat et je me suis rendu compte que c'est pas parce que je donnais les informations qu'elles avaient un intérêt, pour la raison que je viens d'évoquer. Donc du coup, quand j'ai eu cette question de cette personne à un moment donné qui m'a dit mais c'est bien moi Mathieu, mais par quoi commencer? Parce que ça a été sa question à ce moment-là. Sur le moment, ma réponse a été c'est simple, mets en pratique, tu verras. Et en même temps, en voyant ce que j'avais fourni déjà par rapport à cet accompagnement par rapport à cette personne en quête de son éveil, je me suis mis dans la position de dire, bon, si lui il se pose la question, et bien peut-être d'autres seraient intéressés justement de savoir par quoi commencer. Parce que la raison qui a été donnée, c'est qu'effectivement, on ne sait pas parce qu'on a les outils que ça marche. Donc, moi, au lieu de juste me contenter de donner ça une fois, j'ai dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'écrire sur le sujet pour peut-être que des personnes qui seraient dans ce cheminement aient envie peut-être d'avoir des informations, de dire par quoi commencer. Parce qu'effectivement, le chemin, ça fait un moment que j'en parle, mais le fait de le mettre en mouvement, eh bien, il y a des réponses qui viennent petit à petit au pratiquant. Et ce qui est déjà très, très bien dans ce que l'on dit ici, une fois qu'on est conscient de ce fonctionnement, on a envie de le redonner. Donc dans cet essai, quelque part, ça a été une sorte de leitmotiv pour moi de dire, bon je peux très bien rester comme ça et laisser la personne dans son questionnement, et puis je peux aussi très bien dire, tiens, je vais tester d'écrire ce que j'ai déjà transmis à cette personne de manière orale, version écrite, de manière à ce que peut-être ça touche un public plus large, et que ça puisse donner peut-être des réponses à celui qui, justement, veut savoir par quoi commencer. Donc, dans ce livre, il y a un certain nombre d'informations qu'on parle dans cette vidéo et qui se retrouvent dans ce livre, et aussi un peu plus par rapport à la méditation. C'est une méditation qui D'accord. Ah, c'est tellement intéressant. Donc, ce livre qui est présent là, c'est trop joli. Vous voyez. Donc, c'est ça en fait le livre. C'est assez petit, c'est pas beaucoup de pages. Donc, on peut finir tellement facilement que tu as mis toute ton expérience dedans. C'est ça en fait. Oui. Donc, on n'a pas besoin de voir des vidéos, on n'a pas besoin de te contacter personnellement, dis-moi comment ça, je suis dans quelle étape. Tout est dedans. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un condensé d'informations que j'ai rassemblées au cours de mon cheminement et que j'ai mis à l'écrit dans ce livre que tu tiens dans tes mains. Et effectivement, ça se suffit par lui-même. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que ce soit ce livre ou autre chose, il y a une essence qui est présente et qui ne demande qu'à être révélée. Et je dirais que c'est là la magie de la vie, c'est que oui, effectivement, c'est tout là-dedans.
comme c'est tout en nous. Mm. Et des fois, bien sûr, et c'est souvent ce qu'on fait souvent sur le chemin, surtout quand on a oublié tout ça, c'est de prendre quelque chose qui est à l'extérieur de nous pour mieux se révéler à qui l'on est. Mm. Donc, voilà, ça peut être cet outil, ça peut être un autre. L'idée, c'est de donner une occasion à quelqu'un qui a besoin, sur son cheminement, de trouver des réponses, d'avoir ce livre à disposition pour justement peut-être avoir un éclairage qui lui permette d'accéder à cette sagesse qu'il pourrait très bien trouver sous une autre forme et qui peut-être sous cette forme va lui parler peut-être plus ou pas. Mais en tout cas, il aura fait l'effort de chercher là-dedans peut-être quelque chose qui viendra révéler quelque chose en lui. Et puis si ça marche pas, eh ben, qu'il essaye autre chose. Parce que le but, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas d'arriver à quelque part, c'est de cheminer vers ce quelque part. Wow. J'aime bien ton intention que tout le monde veut profiter. Mm. Et que, comme tu as bien dit, nous tous on est unis. Peut-être pour quelqu'un ça fonctionne, peut-être pour quelqu'un ça ne fonctionnera pas. Ça ne va pas dire qu'il est mauvais ou quelqu'un est supérieur. Donc, tu as tout dit et c'est super. Et à part ça, toi, tu aussi, tu as un grand jardin chez toi et que tu donnes les stages personnellement. Dis-nous un peu de ce que tu fais. Moi, personnellement, ça me motive tellement et que tant que je m'éveille pratiquement, je sais bien théoriquement tout qu'est-ce que c'est dedans, mais pratiquement, tu es là et j'aimerais bien profiter de ta présence et que je vais utiliser ton intention, ton valeur. Et pour cela, j'aimerais bien participer dans ton stage que tu proposes et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu peux nous donner. Oui, c'est très simple. En fait, c'est que, comme j'en parle déjà un petit peu dans cette vidéo, on voit une partie qui est la pratique, la théorie. C'est-à-dire qu'en théorie, on a un certain nombre d'informations qu'on a besoin d'entendre du fait d'avoir oublié. Donc, on apprend la théorie. La théorie, c'est ce que, au bout d'un moment, on commence à apprendre, on commence à s'en imprégner, on commence à comprendre un peu, voire à expérimenter. Et les stages que je propose, c'est une sorte d'extension de ce que l'on apprend de manière théorique dans la pratique. C'est-à-dire que lors d'un stage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Ici, c'est un lieu, on essaiera de vous mettre peut-être quelques images en fin de vidéo, où il y a un jardin, où on peut cultiver la terre, être au contact de la nature, retrouver des valeurs essentielles comme justement avoir une bonne alimentation, avoir un rythme régulier, des exercices physiques, de la méditation, du yoga, des temps d'échange, de questions-réponses, du coaching un petit peu, savoir dans quel domaine on a besoin de travailler certaines parties de notre être. Et tout ça, c'est ce que je propose dans mes stages, qui sont variables en termes de durée. Ça peut aller de 2 jours jusqu'à... le plus grand stage que j'ai fait jusqu'à présent, c'est 15 jours d'affilée. Et on peut venir justement le temps d'une immersion, un petit peu le temps d'une retraite, rester sur place et vivre en fait un rythme qui nous est difficile de faire dans notre quotidien, sachant les obligations, que ce soit le travail, les obligations d'une maison, de faire à manger, peut-être des enfants, des obligations qui s'ajoutent et qui font qu'il y a une sorte d'habitudes qui sont très bien, qui font que la personne est contente de vivre dans son cheminement, mais qui ne permettent pas une immersion dans vraiment être pleinement présent ici et maintenant, de développer cette énergie de bien-être, de conscience, et qui du coup a du mal à émerger chez l'individu et peut avoir des difficultés à trouver sa place au quotidien. Et donc en venant dans ce genre de stage, pour la personne, c'est une manière de mettre entre parenthèses temporairement sa vie de personne qui a des obligations pour justement cultiver cette présence
Et le fait de cultiver cette présence, ensuite retourner dans ses activités du monde avec cette présence, de les faire peut-être un petit peu plus consciemment. Et donc, du coup, d'y trouver la paix, la joie, l'amour, le bonheur d'être soi dans des choses qui sont du quotidien. Manger, dormir, se laver, se vêtir, rencontrer des amis, discuter. Voilà. Et donc, voilà pourquoi il y a ces stages qui sont proposés ici, avec bien sûr de places limitées parce que le lieu ne permet pas d'accueillir beaucoup de gens. Mais voilà, il y a cette possibilité qui est offerte et on peut éventuellement voir dans les détails ensuite si les personnes sont intéressées, elles peuvent éventuellement voir ça. Oui, c'est génial. C'est génial, Mathieu. Moi, j'adore en tout cas. Et tu as ton propre endroit pour méditer, la chambre, grande chambre, et puis un endroit pour héberger pour une nuit, 2 nuits, pour le nombre de ton jour de stage que tu proposes, et jardin avec des plantes qu'on pousse, on cultive. C'est vraiment. Il n'y a pas d'autre endroit où on pourra profiter de tout ça dans un coup. Et ta présence qui est plus importante. Et moi j'ai médité il y a quelques minutes avant et que je suis parti tellement profond et que je vois que ton énergie qui est là, la conscience pure. Donc merci en tout cas que ce joli travail que tu es en train de faire. Et on est franchement beaucoup plus content que tu es là pour PMC France en tant que secrétaire. Donc un grand merci pour ton service. Et donc n'hésite pas pour dire comment on peut te contacter et quel est ton site perso. Et puis voilà, on est à Saint-Georges-de-Renan, pas très loin de Lyon. Je suis venu facilement depuis Lyon ce matin. Petit train, 2 trains à changer. Donc voilà, bien situé. Et c'est top. Merci. Donc dis-nous par rapport à ton site et comment on peut te contacter. Et oui, Arpota, les personnes qui veulent me contacter peuvent me joindre à l'adresse suivante, buddhametreya.fr pour ce qui est du site internet, buddhametreya@protonmail.com pour l'adresse mail, et puis pour les contacts éventuels, vous pouvez passer par la chaîne, par toi, ou dans les commentaires, sous la description de la vidéo, il y aura peut-être d'autres informations. Et petite précision, à Saint-Georges, effectivement, il y a une gare, donc pour ceux qui n'ont pas de voiture, vous pouvez venir en train, ce genre de choses. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui sont possibles, et c'est relativement bien desservi pour ceux qui sont pas très loin. Il y a beaucoup de transports pour venir jusqu'ici. Un petit coin de campagne, pas très loin de la grande ville. Voilà. Génial. Merci, Mathieu, la Buddha Maitreya. Merci à toi. Plaisir. Merci les amis. On vous rencontre dans un autre entretien avec Mathieu. Il a plein de choses à nous partager et des sagesses profondes qu'il a. On va bien utiliser. Donc merci en tout cas de nous avoir entendus patiemment. Et allez, ciao. Voilà, jardin et maison de Mathieu le Maitreya. C'est ici qu'il nous propose des stages de 15 jours ou 2 jours. C'est tellement bien de faire dans cette nature.
notre ami Mathieu qui est en train de faire des yoga. Et on va par là. Et ici, on a notre salle de la méditation. Il y a un grand espace pour pratiquer de la méditation. Et voilà notre jardin d'où on est venu. Et on a notre propre chambre pour les gens qui viennent pour faire leur stage. Voilà à peu près. Tout est bien équipé. Merci à Mathieu. Et on a aussi la cuisine où il y a les produits naturels qui viennent de chez Jardin de Mathieu.